Un arc, 1800 flèches et une cible arrondie, suspendue. L'installation de Prune-Nory s'appelle l'Amazone érogène. C'est une guerrière, à l'image de la jeune artiste française qui aime s'attaquer à toutes sortes de sujets. La bioéthique, la question du genre et les rituels sacrés. Aujourd'hui, c'est au grand magasin Le Bon Marché, à Paris, qu'elle pose son carquois. Après avoir lutté contre le cancer du sein, une expérience qui a laissé son empreinte sur cette dernière œuvre. Prune-Nory, bonjour. Ici, Bonjour Olivia. Nous sommes entourés de flèches, il y a une cible. Donc, qui est chassé, qui est chasseur? On peut le voir en fait de deux manières, puisque on peut le voir à la fois comme l'attaque de la maladie, toutes ces flèches qui se dirigent vers le sein, et en même temps on peut le voir aussi comme une nuée de spermatozoïdes qui se dirige vers un ovule. Donc c'est vraiment à la fois la vie, à la fois la mort, Eros et Thanatos, et les deux sont intimement liés. Cette dernière installation est exposée dans un grand magasin, Le Bon Marché, ici à Paris. Ce n'est pas un musée ni une galerie. Qu'est-ce que ça change pour vous d'être exposé dans un espace public qui est un peu différent? C'est assez paradoxal parce qu'à l'heure où tous les musées sont fermés, les commerces sont ouverts. Donc les lieux de culture fermés et les lieux de commerce ouverts. Mais voilà, j'ai la chance d'exposer mon travail dans ce contexte si particulier, si paradoxal. Et en même temps, cette expo elle-même est paradoxale puisque, encore une fois, on est entre... On parle de la vie, on parle de la mort, on parle de la maladie, mais on parle aussi du désir. On parle de l'érotisme pour des femmes jeunes atteintes de cancer du sein. Et du coup, voilà, dans ce contexte si paradoxal, de montrer cette exposition paradoxale fonctionne aussi. C'était vraiment important pour moi de travailler avec le bois pour cette installation parce que c'est une matière très organique, une matière vivante. Et il y avait aussi cette symbolique, la métaphore du tronc d'une femme comme du tronc d'un arbre, puisque si on vient couper le sein d'une femme, comme quand on coupe le tronc d'un arbre, c'est cette idée des cercles de vie, le fait que les cicatrices montrent les printemps, les beaux printemps comme les hivers difficiles. Cette Amazone érogène fait écho à une sculpture précédente qui a été exposée à New York. Là, c'était une figure plus songeuse, blessée. Racontez-nous l'évolution de cette Amazone douce, celle que l'on voit ici, plus guerrière. Pour moi, les deux sont vraiment liés. Mais c'est vrai que celle que j'ai rencontrée pour la première fois au Metropolitan à New York, où j'habite depuis 10 ans, je suis tombée sur elle par hasard à l'intérieur du musée et en fait, il s'avère que c'est la seule Amazone représentée en sculpture au musée. Et j'ai tout de suite été fascinée par elle parce qu'elle avait ce bras levé, cette douceur et cette sérénité effectivement en train de regarder l'endroit où elle avait été blessée. Et c'était exactement au même moment où moi je passais à travers la maladie, la mastectomie, etc. Et j'ai décidé de faire ma propre catharsis, ma propre œuvre inspirée de cette Amazone-là. Et ensuite, dans un geste cathartique, d'inviter tous mes proches et mes amis qui m'avaient aidé à travers cette épreuve à venir symboliquement allumer les bâtons d'encens dont elle était recouverte, comme autant d'aiguilles d'acupuncture où on peut aussi voir des flèches. Donc il y a quand même ce piquant, on va dire, elle était elle-même recouverte de bâtons d'encens qui étaient en même temps des aiguilles d'acupuncture, qui est vraiment une médecine complémentaire qui m'a aidée à passer à travers la chimiothérapie et que je continue de pratiquer beaucoup aujourd'hui. Et en même temps, l'idée de flèche, qui est vraiment cette idée dans un champ des possibles. On est là, toutes ces femmes, et il y a la déesse statistique, comme dirait Daniel Pénac, avec qui j'ai travaillé, qui s'abat sur nous, une flèche s'abat sur nous, et on ne sait pas pourquoi on est touché plutôt qu'une des femmes à côté. Et en même temps, on ne sait pas pourquoi moi. La question qu'il faut se poser, c'est plutôt qu'est-ce que j'en fais. Et justement, vous avez tourné un film, Serendipity, qui témoigne de votre lutte contre le cancer du sein, les chirurgies, le traitement, etc. C'est un documentaire très beau, très courageux, dans lequel vous expliquez que c'était en prenant la caméra que vous vous êtes défendu de ce sentiment de passivité, d'impuissance entre les mains
des médecins. Comment vous avez trouvé cette forme d'expression, le cinéma, un film? En fait, quand on apprend que la maladie est en nous, qu'il faut la sortir, on n'y connaît rien. Le mot cancer, ça fait peur à tout le monde. Et puis il y a un moment, alors qu'il paraît très lointain, il est là, à l'intérieur de vous, et il faut en faire quelque chose. Et on doit tout d'un coup se transformer en patient. Et il faut être patient. On attend dans les salles d'attente, on attend que le médecin nous dise quoi faire. On est les pieds en avant sur un chariot pour nous emmener à une opération où on pourrait très bien y aller par nous-mêmes, on est sur nos deux pieds. Et en fait, c'est vraiment pour travailler la proaction, pour être proactive de la maladie que j'ai décidé de tourner la caméra vers moi, d'utiliser la caméra comme un outil pour pouvoir dire action à moi-même et ainsi être active dans la maladie. My heart started to beat super fast, and I had just realized I could die. Votre installation de Terracotta Daughters de 2013 a pu voyager à travers le monde grâce notamment aux galeries et aux musées. Ces filles sont inspirées des guerriers qui ont été enterrés avec le premier empereur de Chine il y a plus de 2000 ans. Mais votre œuvre interroge le déséquilibre démographique en Chine, dû notamment à la politique de l'enfant unique. Il y a une espèce de manque de femmes. Vous avez créé les sculptures, je crois, en Chine. Qu'est-ce qui vous a marqué de ce séjour? J'ai passé presque un an à vraiment travailler sur place avec les artisans de Xi'an, là où il y a l'armée de soldats. Et pour moi, j'étais complètement immergée parce que j'étais la seule personne parlant anglais, français, la seule étrangère, puisque les touristes faisaient que passer, mais ne restaient pas là. Ils allaient voir l'armée, ils ne restaient pas à cet endroit-là. 世界8大奇景，这是中国的国宝。兵马俑他们实际上就是军队，然后你这军队你不可能出现这些小女孩嘛。J'ai beaucoup appris parce que ça m'a appris justement qu'au-delà de la langue, il y a un langage qu'on peut créer qui est un langage universel et qui là en l'occurrence était presque un langage de sculpteur puisque je me suis retrouvée à avoir une complicité extraordinaire avec notamment un des artisans sur place avec qui j'ai du coup vraiment collaboré et co-signé ce projet. C'est pour ça que l'armée qui est enfouie ne sera jamais à vendre. Pour moi, c'est une collaboration avec cet artisan et j'ai financé tout ce projet par moi-même en vendant les 8 originales à 8 collectionneurs qui ont par là financé 1/8 de l'armée, mais aussi 3 ans d'éducation de chacune des petites filles qui m'ont servi de modèle, qui étaient donc des orphelines issues de cette préférence pour le garçon. 这些女孩在全世界巡回展出，对我来说就像是孩子在外面跑出去玩一样，看起来经历了，从他们的眼神中可以看出来，他们经历了很多。 Et au-delà de votre propre expérience, vous vous êtes toujours intéressé au corps humain. Je pense notamment à l'exposition Imbalance qui évoque les pratiques de la médecine chinoise, l'acupuncture, la réflexologie. Et la pandémie de Covid-19 nous a poussé à repenser notre rapport à la santé, les politiques de santé publique et même la santé mentale. Quelles seront les leçons qu'on va en tirer de cette période, à votre avis ? J'ai commencé à créer ces sculptures qui sont recouvertes d'aiguilles d'acupuncture ou de ventouses en verre d'acupuncture et qui semblent en fait assez agressives et en même temps qui sont une manière de détourner des objets qui sont censés être là pour remettre votre équilibre, mais qui sont dans un tel nombre que ça en devient une attaque. Et c'est vraiment, il y a un sentiment de déséquilibre quand on les regarde. Et c'est une série qui est là pour parler justement du déséquilibre non seulement de nos êtres, mais aussi du déséquilibre environnemental
du déséquilibre, que ce soit de l'eau qu'on boit, de la nourriture qu'on mange, comment est-ce qu'on est en fait tous interdépendants, que ce soit de différents êtres vivants autour de nous, les végétaux, les animaux, les humains, et comment cette interdépendance est un écosystème extrêmement fragile et précieux, et comment depuis plusieurs dizaines d'années on le déséquilibre totalement. Et là, à travers cette pandémie qui vient des animaux et qui arrive chez les humains, on se rend compte qu'en fait, de nouveau, cette interdépendance, elle peut être bénéfique comme elle peut être maléfique si on l'utilise mal, si on va trop loin. Le monde de la culture a été durement impacté par la crise sanitaire et notre rapport à l'art a dû changer avec la fermeture des institutions. Il y a certains artistes et institutions qui redoutent un avenir très incertain. Comment voyez-vous le monde de la culture post-Covid ? Je pense que pour les artistes, c'est une question de survie de créer. Donc quoi qu'il se passe, les artistes créeront. Maintenant, c'est effectivement comment est-ce qu'on peut leur donner une voix. Et c'est très important. Et je pense que chaque artiste qui, à un moment donné, peut montrer cette voix dans tous les sens du terme, est conscient de sa chance. Dans un contexte comme celui-ci, les artistes sont très créatifs, trouvent plein de manières. Donc, j'ai une tendance très optimiste, angoissée optimiste, mais très optimiste aussi. Donc, l'art, pour moi, c'est comme les rêves. C'est-à-dire qu'on a besoin de sommeil, on a besoin de rêver pour rester sain d'esprit. C'est le moment où on refait le tri dans nos pensées, où on a accès à notre inconscient. Et pour moi, l'art, c'est ce même accès à l'inconscient. Et on a besoin de l'art pour rester sain d'esprit.